Des compositions monumentales gravées des vallées de l'Italie du Nord. Je dois également préciser que pour cette communication, j'ai utilisé les relevés du professeur Anati, du professeur de Marinis et de Geoffroy de Saulieu. Durant le Chalcolithique et les débuts du Bronze Ancien, les vallées d'Italie du Nord ont connu un phénomène culturel important dont le témoignage nous est notamment parvenu à travers les compositions monumentales gravées sur des roches verticales et des statues menhirs du Val Camonica, de Valtelline et du Trentin au Tadige. Le professeur Anati avait remarqué le point. Il en avait déduit que les compositions monumentales, dans lesquelles j'inclus les statues menhirs, relevaient d'une même source culturelle nouvellement répandue dans ces régions et que les symboles représentés étaient caractéristiques des divinités indo-européennes. Les compositions adoptaient une division en trois registres correspondant à un schéma anthropocosmique que l'on retrouve dans différentes mythologies indo-européennes. En 1983, Mario Piantelli a rapproché la tripartition des compositions monumentales alpines des schémas cosmogoniques mettant en scène des êtres primordiaux indo-européens, tels que le géant nordique Ymir, l'Iranien Vayu et le Purusha védique. Dans ces mythes cosmogoniques, les divers domaines cosmiques sont créés à partir des différentes parties du corps de l'être primordial. La même année, Georges Dumézil relève les témoignages de l'idéologie tripartite indo-européenne sur certaines compositions monumentales à caractère anthropomorphe du Val Camonica et du Haut-Tadige. Dans un hymne célèbre du Rig Veda, le Purusha Sukta, c'est-à-dire l'hymne de l'homme universel, les parties supérieures, médianes et inférieures de l'être primordial sont mises en correspondance avec l'organisation ternaire de l'univers. Je cite: le domaine aérien sortit de son nombril, de sa tête le ciel évolua, et de ses pieds la terre. Une autre correspondance est ensuite établie entre les éléments corporels et les classes fonctionnelles de la société, c'est-à-dire les prêtres, les guerriers et les producteurs, c'est-à-dire les agriculteurs, les pasteurs, les artisans et les commerçants. De ces données mythologiques, nous dégageons trois structures tripartites qui s'équivalent au niveau du microcosme individuel, au niveau du macrocosme et à celui de la société. Au niveau de l'individu, nous avons la tête, le torse et la partie inférieure du corps, sous la ceinture. Au niveau cosmique, nous avons le ciel, l'atmosphère et la terre. Et au niveau fonctionnel, la classe sacerdotale, la classe des guerriers et la classe des producteurs. Dans mon livre « La vallée des merveilles et les mythologies indo-européennes », j'ai mis en évidence l'utilisation de ce schéma tripartite indo-européen dans la composition de la gravure appelée l'anthropomorphe au grand zigzag. Vous constaterez que la tête circulaire correspond au ciel, que les bras en zigzag qui rappellent l'orage s'intègrent tout à fait dans le domaine médian qui est l'atmosphère, et que la partie inférieure qui représente en fait un champ cultivé représente tout à fait logiquement la terre. L'anthropomorphisme des compositions monumentales italiennes n'est pas explicite. Seule une statue menhir comme celle de l'Abunzo II présente quelques caractéristiques anthropomorphiques. Mais les différents symboles répartis sur les trois registres permettent de rattacher toutes ces compositions au même concept idéologique. Comme l'a remarqué Emmanuel Anati, les compositions n'étant jamais totalement identiques à une autre, elles paraissent avoir chacun un rôle particulier dans un contexte idéologique cohérent. Les différents éléments ou symboles utilisés dans les compositions monumentales gravées sont au nombre de 11. Nous allons les évoquer en essayant d'en éclairer la signification, ce qui va nous permettre de mettre en évidence un processus initiatique d'éveil spirituel. Premier élément, un motif circulaire entier ou partiel situé en haut de la composition et pouvant être rayonnant ou accompagné de deux autres disques plus petits répartis symétriquement. Le cercle est un symbole cosmique fondamental. Projection plane de la sphère dont le contour ne connaît ni commencement ni fin, le cercle symbolise un espace non limité ou renfermant des potentialités d'accroissement. Dans nombreuses géométries cosmiques traditionnelles, par exemple en Inde et en Chine, le cercle symbolise le monde céleste, alors que la Terre est représentée par une figure quadrangulaire. Dans le schéma anthropomorphique,
Le motif circulaire entier ou partiel situé en haut des compositions monumentales gravées représente la Terre, mais dans un schéma cosmique, il peut être assimilé à un symbole stellaire. Lorsque le motif est rayonnant, il est évident qu'il devient un motif solaire. Dans le schéma trifonctionnel, le motif céleste ou solaire correspond à la classe sacerdotale. Dans notre essai d'interprétation des gravures des sites du Mont Bégaud, nous avons mis en évidence un processus initiatique illustré par des gravures anthropomorphes que nous évoquerons plus loin. Chacun de ces motifs marque un stade dans l'évolution de l'initié vers la maîtrise de son microcosme, qui s'identifie alors aux trois domaines cosmiques. Cette maîtrise se traduit par un changement ontologique qui est illustré par la substitution d'un soleil à la place de la Terre. Le soleil étant le symbole le plus clair de l'illumination spirituelle, comme l'exprime le tantrisme hindou, le soleil est la porte du chemin des dieux. Deux gravures des merveilles illustrent le symbolisme de l'illumination spirituelle. La première gravure représente un personnage schématique sans tête accolé à un motif solaire en forme de rouelle à 8 rayons. Sur la deuxième gravure, un motif solaire comparable forme la partie supérieure du personnage schématique, c'est-à-dire que le soleil s'est substitué à sa tête. En Italie du Nord, le symbolisme de l'illumination solaire est également explicite. On le trouve sur les compositions 7 et 9 Osimo, qui montrent un petit personnage schématique dont la tête est auréolée d'un soleil pour l'un, tandis que le soleil surmonte la tête du second comme s'il la remplaçait. Il est important de remarquer que les motifs célestes sont souvent intégrés dans une composition ternaire. Ils peuvent présenter 3 faisceaux rayonnants, ou être accompagnés symétriquement de 2 cercles plus petits, ou encore de conjuguer les 3 faisceaux et les 2 cercles. Par ailleurs, les 2 personnages à tête de soleil des roches 7 et 9 d'Osimo sont accompagnés de 2 autres personnages. Les 3 faisceaux rayonnants peuvent se comprendre à la lumière de la théorie du yoga tantrique. Le tantrisme considère que le corps humain est parcouru par 3 canaux longeant la colonne vertébrale. Par ces canaux, nommés Suma, Inda et Pingala, s'élève l'énergie de l'éveil spirituel symbolisée par un serpent femelle, Kundalini, désigné comme une triple puissance cosmique. Les 2 cercles symétriques des compositions gravées peuvent s'interpréter de la même manière, car l'éveil spirituel s'effectue dans un centre énergétique subtil, le chakra, placé en avant et entre les 2 hémisphères du cerveau, symbolisé par les 2 disques symétriques. Ce centre subtil supérieur, nommé Ajna, normalement inactif, peut être activé par les pratiques spécifiques du yoga tantrique. On remarquera que la représentation graphique du chakra Ajna est proche de la représentation des 2 disques encadrant symétriquement le motif circulaire supérieur des compositions. Par ailleurs, l'énergie subtile de l'éveil spirituel donnée comme triple s'identifie à la volonté, la connaissance et l'action, ou encore à l'énergie divine, à l'énergie impérative considérée comme l'épouse divine, et à l'énergie de l'individu. Nous passons au deuxième élément, c'est un motif rectangulaire réticulé dont les 2 exemplaires sont bordés de franges sur 2 côtés. Sur les compositions d'Osimo 7 et la face A de Borno 1, on trouve dans la partie haute un motif rectangulaire réticulé dont les côtés latéraux sont frangés. L'interprétation la plus vraisemblable de ces 2 figures est qu'elles représentent des pièces tissées, tissu, couverture ou nappe, dont les franges correspondraient, en toute logique, au fil de chaînes coupées. On sait que le symbolisme du tissage n'est pas absent de la rupestre des Alpes, puisqu'on trouve des représentations de métiers à tisser aussi bien dans le Val Camonica que dans la vallée des Merveilles. Comme nous l'avons noté au sujet des motifs des merveilles, le tissage symbolise la trame ininterrompue du temps, la succession des jours et des nuits, des saisons, des années. Dans le védisme, il symbolise également le déroulement du sacrifice, tandis que le fil correspond au principe essentiel de l'être. Dans les compositions monumentales, les 2 motifs réticulés ou frangés, gravés à proximité du motif solaire, sont très vraisemblablement chargés de symboliser au niveau cosmique, comme au niveau individuel, l'écoulement du temps fractionné en jours, en saisons ou en années. Le motif en damier pourrait également figurer la succession des jours et des nuits. Le motif rectangulaire de la composition de Bagnolo 1, dépourvu de franges, ne comporte qu'une ligne intérieure.
Comme il est difficile de penser que le motif soit inachevé, il faut certainement comprendre cette figure comme une abstraction des deux autres motifs, le rectangle étant le symbole d'un espace limité. Cette figure simplifiée pourrait ne symboliser que le temps limité des jours, du temps du sacrifice ou de la vie terrestre opposée à l'éternité du domaine divin. Nous passons au troisième élément. Ce sont des armes à manches perpendiculaires comme la hallebarde et la hache. Les armes à manches perpendiculaires comme la hallebarde ou la hache sont le plus souvent gravées à proximité de motifs circulaires ou solaires avec lesquels elles semblent en étroite relation tout en faisant partie du registre intermédiaire. Parmi les gravures du Mont Bégaud, on trouve un motif dont l'anthropomorphisme est marqué par une hache et une hallebarde figurant les bras. Sur les compositions monumentales italiennes, la composition symétrique de certaines représentations de hallebarde et de hache évoque également une symbolisation schématique des bras et de leurs mouvements. Nous avons développé le symbolisme des armes dans notre étude sur la vallée des merveilles. En résumé, on peut dire que l'arme est un symbole naturel de force active, d'énergie, le plus souvent d'essence surnaturelle ou liée à un rite cultuel. Dans les domaines mythologiques et religieux, on constate que l'arme vient à représenter la force vitale de celui à qui elle appartient. Le symbolisme des armes à manches perpendiculaires diffère de celui du poignard ou de l'épée par le fait que dans son maniement, elle nécessite un mouvement rotatif. Ce mouvement est mis en évidence par les noms germaniques et anglo-saxons de la hache, axis, axe de rotation. En conséquence, on peut induire que la hallebarde et la hache ajoutent au symbolisme actif de l'arme une notion de rotation. Ces armes ont une similitude avec les bras puisque ceux-ci, ayant l'épaule pour axe, s'actionnent en mouvement rotatif. On peut donc considérer la figuration des bras par des haches ou des hallebardes comme un symbole cohérent. Traditionnellement, le mouvement circulaire joue un rôle prépondérant à différents niveaux. Dans les temps anciens, la Terre était considérée comme un point fixe. Le Soleil, la Lune et les planètes semblaient tourner autour de la Terre. La voûte céleste étoilée paraît également se déplacer autour de l'axe que constitue l'étoile polaire. L'alternance diurne-nocturne, la succession des saisons, offrait des mouvements cycliques auxquels venait s'ajouter l'alternance des âges cosmiques. Sur le plan physiologique, les phénomènes rythmiques, alternatifs ou cycliques caractérisant les fonctions essentielles telles que le mouvement respiratoire, les battements du cœur, le cycle menstruel, pouvaient faire associer le mouvement cyclique à une énergie vitale. Dans la vie pratique, le feu, élément essentiel, s'obtenait le plus couramment par la rotation d'une baguette de bois sur une autre. Enfin, sur le plan religieux, la plupart des croyances et des mystiques accordaient ou accordent encore aux rituels de giration et de répétition rituelle un rôle des plus importants. La théologie de la Rome ancienne présente une personnification de la parole sacrée, de la prière, à travers la déesse Carmenta, dont le nom vient de Carmen qui signifie la formule, le chant, l'oracle. Carmenta est une lointaine cousine de Vac, la déesse védique de la parole. Or, Carmenta, dans un rôle tout à fait inattendu d'assistance aux accouchements, est accompagnée de deux auxiliaires, Antevorta et Postvorta, dont les noms signifient celle qui tourne en avant et celle qui tourne en arrière. Georges Dumézil voit dans ces noms un rappel du mouvement alternatif de rotation qui, selon le Véda, était nécessaire pour faire naître Agni, c'est-à-dire pour faire jaillir le feu des pièces de bois mâles et femelles. Il en conclut que les Romains avaient conservé le souvenir d'un ancien rapprochement entre la parole sacrée et un mouvement rotatif nécessaire à une naissance. Il est certain que dans le Véda, les dieux Agni et Soma, tous deux intimement liés à la parole sacrée, sont engendrés par un mouvement rotatif qui est assimilé à un baratage. On conduit circulairement Agni à son siège, tandis que le Soma est appelé la boisson circulaire. Le mouvement circulaire étant par nature un mouvement répétitif, le mouvement rotatif engendrant Agni et Soma semble symboliser la récitation répétée des prières ou des formules sacrées. C'est ce qui apparaît confirmer les extraits suivants. Je tourne l'hymne dans mon cœur comme le charron tourne le caisson du char, ou des paroles bien tournées telles les eaux en un cours circulaire. Le Mahabharata, l'épopée la plus célèbre de l'hindouisme, est littéralement le grand baratage. En effet, d'après ce texte, le monde a été créé par le baratage de l'écume de l'océan.
Depuis des temps très anciens, de nombreux peuples ont utilisé la répétition des formules et des chants sacrés dans le but d'acquérir des pouvoirs surnaturels ou pour influencer les dieux. Arthur Avalon explique à propos de la doctrine tantrique que le mantra, c'est-à-dire une courte formule sacrée, est pratiqué en répétition. Cette répétition est comparée à l'action nécessaire pour réveiller un dormeur. Utilisé de façon adéquate, le mantra sert à vivifier et à dynamiser la pensée et le pouvoir de la volonté. Les hallebardes et les haches figurant sur les compositions monumentales alpines sont donc symbolisés sur le plan cosmique des mouvements cycliques comme la course apparente du soleil dans le ciel, le cycle des saisons ou celui des années. L'opposition des hallebardes ou des haches de certaines compositions semble induire des notions d'opposition ou d'alternance comme celle des jours et des nuits ou l'alternance-opposition entre les courses diurnes et nocturnes du soleil. Sur le plan du microcosme individuel, les armes à manches perpendiculaires peuvent représenter la répétition des actes sacrificiels et des paroles sacrées, ou encore le mouvement cyclique de la respiration. On sait que des techniques particulières de maîtrise du souffle sont recommandées par des textes religieux orientaux et pratiquées traditionnellement par de nombreux adeptes en quête d'éveil spirituel. En conclusion, ces actions ou techniques répétitives, à l'instar du feu jaillissant des baguettes de bois, favoriseraient l'illumination des esprits. Quatrième élément, les poignards. Les poignards des compositions italiennes, le plus souvent représentés à l'horizontale, figurent en plus grand nombre dans le registre intermédiaire. Ils sont logiquement les emblèmes de la classe des guerriers, deuxième fonction en relation avec le monde médian, l'atmosphère. Sur le plan cosmique, les poignards peuvent symboliser les forces atmosphériques, c'est-à-dire les vents, les nuages, les orages et les tempêtes. Sur le plan du microcosme individuel, le monde médian correspond au torse qui renferme le cœur et les poumons, organes essentiels de la vie. Par ailleurs, le torse se prolonge de chaque côté par les bras et les mains qui permettent à l'être humain de manifester matériellement l'action décidée par l'esprit. L'esprit pense, la main agit, la main manie l'outil et l'arme. Les poignards, symboles de force et d'énergie en action, sont chargés de représenter l'ensemble des actions résultant de la volonté de l'esprit. Le commandement de l'action par l'esprit est figuré sur plusieurs compositions par un poignard descendant verticalement du motif circulaire représentant la tête. Les poignards opposés peuvent vouloir figurer les vents contraires, entre guillemets, c'est-à-dire les conflits internes qui ne manquent pas d'assaillir l'être humain dans sa quête de vérité. Dans notre essai d'interprétation des gravures des sites du Mont Bégaud, nous avons mis en évidence un processus initiatique dont 3 étapes sont illustrées par les 3 gravures anthropomorphes les plus significatives qui sont appelées le chef de tribu, le sorcier et l'anthropomorphe au bronze zigzag. Il faut que je précise que ces 3 gravures sont disposées pratiquement en alignement, bien qu'elles soient dans des secteurs différents, et que les 3 gravures sont à des niveaux d'altitude différents, c'est-à-dire que le chef de tribu est dans le fond de la vallée, le sorcier est dans un secteur qui est à mi-pente, et que l'anthropomorphe au bronze zigzag figure parmi les gravures les plus élevées du site. Chacun de ces motifs marque un stade dans l'évolution de l'initié vers la maîtrise de son microcosme. Cette maîtrise progressive est illustrée par les représentations des poignards qui accompagnent ces personnages. Les poignards opposés par les manches marquent la dualité à laquelle le chef de tribu est encore soumis, c'est celui qui est le plus bas. Le sorcier, intermédiaire, maîtrise cette dualité symbolisée par les poignards dont ses mains sont armées. Au niveau supérieur, qui est celui de l'anthropomorphe au bronze zigzag, les 2 poignards parallèles et horizontaux symbolisent la cessation de la dualité, l'abolition des conflits internes, l'accession au degré suprême de l'initiation et de l'éveil spirituel. Et d'ailleurs, sa morphologie est en accord avec le cosmos, puisqu'on retrouve les 3 domaines cosmiques dans la gravure. 5e élément, des motifs à double enroulement de spirale, nommés parfois pendentifs en lunettes. Les motifs en double enroulement de spirale, nommés parfois pendentifs en lunettes, figurent également dans le registre intermédiaire. D'après le dessin expressif de ces figures, dont on trouve des modèles en cuivre ou en bronze sur une zone géographique très large, le double enroulement de spirale symbolise une force en expansion, puis en résorption. Sur le plan cosmique, l'expansion et la résorption se rapportent au phénomène européen des airs cosmiques,
que la mythologie indienne exprime en montrant le dieu Vishnu couché sur les anneaux du serpent Ananta, l'illimité, endormi. Cette image évoquant la passivité de Dieu étendue sur la symbolisation des eaux cosmiques inactives illustre une période de résorption de l'univers entre deux kalpas, c'est-à-dire entre deux ères cosmiques. Sur le plan du microcosme individuel et au niveau du torse, le mouvement cyclique expansion-résorption se rapporte directement au phénomène vital de la respiration indispensable à la vie. Inspiration, expiration. La multiplication des motifs qui couvrent en grande partie la composition d'Osimo 1 pourrait représenter la succession des mouvements respiratoires. Nous avons déjà évoqué le sujet de la respiration à propos du symbole des armes à manche perpendiculaire. Les motifs à double spirale reprennent donc ce symbolisme en le limitant à ce seul phénomène. Il est à remarquer à ce propos que les haches et les halbards ne figurent que rarement. Je me suis trompé dans ma première communication, j'ai dit qu'on ne le retrouvait pas, en fait on retrouve une fois. Ne figurent que rarement sur les compositions où les motifs à double spirale sont représentés. D'après les préceptes du tantrisme, le yogin doit maîtriser les mouvements de sa respiration et se concentrer sur la jonction des souffles inspirés et expirés. Le souffle de la respiration véhicule l'énergie universelle qui se transforme en souffle subtil, pouvant être activé comme une énergie d'éveil spirituel par des techniques et des pratiques appropriées. Sixième élément, un motif désigné comme ceinture, composé de lignes parallèles horizontales ou festonnées. Le motif en ceinture, composé de lignes parallèles horizontales ou festonnées, sépare en général le registre médian du registre inférieur. Sur le plan cosmique, il est situé entre le domaine atmosphérique et le domaine terrestre. On sait que pour la plupart des traditions indo-européennes et occidentales, la Terre était entourée d'une mer qui la séparait du ciel. L'eau est souvent figurée schématiquement par des lignes parallèles, plus ou moins ondoyantes. Il est donc fort probable que les lignes horizontales superposées et souvent festonnées des compositions gravées représentent effectivement l'eau en tant que limite du monde terrestre. Sur le plan individuel, cette eau placée entre le torse et la partie inférieure du corps prend une signification particulièrement intéressante. En effet, d'après les hiéroglyphes égyptiens, les pictogrammes et les symboles de nombreuses traditions, le symbole de l'eau sert également à représenter des courants fluidiques ou des énergies subtiles. Par ailleurs, on décèle fréquemment dans le domaine du symbolisme religieux une ambivalence entre les eaux et le feu. Si les alchimistes affirment utiliser un feu liquide ou une eau ignée, le Veda évoque un aspect d'Agni, feu universel, à travers Appam Napa, le descendant des eaux, qui a été rapproché de Neptune. Dans le Veda, la lumière et les eaux, auxquels il faut ajouter la parole, sont deux éléments essentiels dont les domaines s'interpénètrent de telle façon qu'il est impossible de les délimiter. Ils représentent deux énergies sœurs issues de l'énergie universelle Agni. Agni est lumière, Agni est soleil, Agni a engendré les eaux. Les ceintures des compositions monumentales sont donc symbolisées d'une énergie potentielle, située entre le torse et la partie inférieure du corps humain. Or, c'est précisément à la base du tronc que les doctrines tantriques situent l'énergie subtile potentielle de l'éveil spirituel que des pratiques yogiques permettent de mettre en action et d'élever le long de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. Il est également possible d'activer l'énergie de l'éveil à partir du Manipura Chakra, le centre subtil du nombril, dont l'emplacement correspond de façon plus exacte à celui de la ceinture des compositions gravées. Septième élément, un motif semi-circulaire à ligne parallèle interne désigné comme collier. Il nous semble, en considérant le symbolisme du motif en ceinture, que le motif identifié comme collier est étroitement apparenté à celui-ci. En effet, les deux motifs sont comparables par le fait qu'ils sont tous les deux composés de lignes parallèles et qu'ils ne figurent jamais en même temps sur la même composition. Mais à la différence de la ceinture, horizontalement linéaire, le collier adopte la forme d'un arc de cercle bordé sur un côté par une ligne en zigzag ou une sorte de frange rayonnante. Autre différence, le collier figure aussi bien sur le registre inférieur, sur le registre médian ou sur le registre supérieur des gravures.
La bordure en zigzag ou en frange rayonnante paraît évoquer une énergie active dont la ceinture est dépourvue. On pourrait donc interpréter le motif en collier comme la mise en activité de l'énergie potentielle représentée par la ceinture. Cette mise en activité se traduit par l'élévation de cette énergie du registre inférieur au registre intermédiaire, puis au registre supérieur. Le motif en collier serait donc le symbole de l'énergie subtile favorisant l'éveil spirituel, c'est-à-dire l'illumination de l'esprit figuré par un soleil. Les compositions de Carène III et de Cornal mettent en évidence l'interaction entre le collier et le motif céleste par l'intermédiaire des trois faisceaux qui les relient et qui peuvent représenter les trois canaux subtils du yoga tantrique. Par ailleurs, on remarque que le motif en collier est mis en rapport étroit avec le motif à double spirale auquel il est le plus souvent associé, ce qui, d'après l'interprétation du symbolisme de la double spirale, pourrait signifier que le mouvement élévateur de l'énergie représenté par le collier serait favorisé par une respiration appropriée, à l'instar des techniques yogiques de l'éveil spirituel. On notera également que le motif est arqué vers le bas lorsqu'il figure sur un registre inférieur et qu'inversement il est arqué vers le haut lorsqu'il est représenté sur un registre supérieur, comme si l'énergie était aspirée vers le haut, c'est-à-dire vers la tête où est situé l'Ajna Chakra, le centre subtil de l'éveil. Huitième élément, une représentation de l'arrière tirée par deux bovins, avec ou non la représentation schématique du labourin. L'arrière aussi des agriculteurs est logiquement représenté dans le registre inférieur, représentant la terre et la classe des producteurs. Ouvrant le sillon qui reçoit les semences, l'arrière est un symbole évident de l'action fertilisante. Au niveau du symbolisme religieux, le travail de la terre offre une analogie avec le lent et fécond travail spirituel du sacrifice, fertilisant la terre, entre guillemets, du sacrificateur, c'est-à-dire son esprit. Comme il participe à l'acte créateur de la végétation par le labourage et l'ensemencement de la terre, l'homme croit en son pouvoir de fertiliser son esprit ou son âme, d'activer sa métamorphose spirituelle par l'action assidue de la parole sacrée et du sacrifice. Il est permis de penser que les gravures à thème de labour peuvent illustrer ce niveau de symbolisme que l'on retrouve dans un hymne du Veda, dont je vous donne un extrait. Atteler les arrêts dans les jougs, dont le sillon préparé semait ici la semence, et si l'audience donnée à notre parole pèse assez fort, alors le fruit mûr viendra plus près des faucilles, les voyants, c'est-à-dire les sages, attellent les arrêts, ils tendent séparément les jougs, eux qui savent pour gagner la faveur des dieux. D'après le tantrisme, l'énergie provoquant l'éveil spirituel est une énergie vitale universelle qui, dirigée vers le bas chez l'homme ordinaire, n'est utilisée que dans l'activité sexuelle. Ascendante, cette énergie décuple sa puissance, régénère le corps et éveille l'esprit à un niveau de conscience supérieur. La représentation d'Arère pourrait donc symboliser la nature fécondatrice de l'énergie vitale universelle. Neuvième élément, une représentation du chariot avec ou non la représentation des deux bovins attelés. Le chariot attelé. Le chariot attelé, figurant comme l'arrière dans le registre inférieur, est également un symbole de la classe des producteurs. L'action qu'il représente est le transport de charges, c'est-à-dire les animaux tracteurs, et mettent en mouvement une masse inerte par l'intermédiaire du joug. Dans le Veda, l'image du joug et de l'attelage est un important symbole en rapport avec la parole et la pensée. Les prières, les formules sacrées sont présentées comme des instruments pour atteler. Parmi plusieurs épithètes de même sens, Indra reçoit celle de Jirvaas, signifiant qui a pour attelage la parole. La pensée est dite attelée par l'esprit. Le Veda évoque ainsi l'attelage des bovins, tes deux bœufs s'en vont d'une âme égale attelée avec la parole sacrée et le chant. À la lumière de ces références, la représentation de chariot sur les compositions gravées peut symboliser la possibilité d'agir sur la force naturelle d'inertie qui bloque l'activation de l'énergie subtile potentielle de l'éveil. Par le moyen des actes rituels et de la récitation des paroles sacrées figurées par les bovins attelés, dans le Veda, le pouvoir d'inertie est symbolisé par le démon Vritra qui garde les eaux énergie. Prisonnière dans une caverne, Hydra, le dieu de l'initiation, tue Vritra et fait s'écouler les eaux énergétiques. 10e et 11e élément de ce groupe, des représentations humaines schématiques et des représentations d'animaux le plus souvent non domestiques.
Les représentations humaines et animales schématiques doivent se situer sur les trois registres des compositions monumentales gravées. Nous pensons que les représentations humaines et animales, généralement traitées dans des rapports de taille équivalents ou proches, sont deux aspects d'une même idée symbolique. Selon l'expression d'un chaman américain entendu dans un documentaire cinématographique, l'homme est un animal religieux. Par ailleurs, le tantrisme considère l'homme ordinaire comme un homme animal. Cette image donne la clé des représentations humaines et animales des compositions gravées. L'homme dont l'esprit n'a pas été éveillé par l'élimination peut être considéré comme étant de conditions proches de celles de l'animal, c'est-à-dire soumis à ses instincts. Seule la religion lui donne les moyens de s'affranchir de cette condition inférieure et il ne devient véritablement un homme spirituellement accompli que par l'éveil et l'accès à un niveau supérieur de conscience. Les motifs animaliers représentant le plus souvent des animaux non domestiques symboliseraient la nature instinctive de l'être non spirituellement éveillé, alors que les personnages schématiques représentaient les bras tendus dans la pose de Laurent, c'est-à-dire en posture de prière, figureraient la nature spirituelle de l'être, sa conscience en éveil. Sur la composition monumentale de Tirano Lovero, une scène de chasse représente un personnage visant un cervidé. Cette scène a certainement une signification symbolique en rapport avec la nécessité pour celui qui veut atteindre l'éveil spirituel d'anéantir en son être toute forme d'animalité, l'esprit devant maîtriser ce qui relève de la nature instinctive. Les personnages des roches d'Osimo 7 et 9, auréolés d'un motif solaire, figureraient la conscience humaine éveillée au degré suprême. En conclusion, selon notre hypothèse, les compositions monumentales des Alpes de l'Italie du Nord sont chargées de communiquer un important message au plan de la spiritualité religieuse. La lecture de ce message n'est pas évidente pour nous, mais il est certain qu'à l'époque de sa conception, elle ne devait pas l'être non plus pour l'ensemble de la population, qui ne devait y voir que des représentations mythologiques de forces protectrices de la communauté. Protégé par le voile du symbolisme, à l'instar des textes initiatiques du Veda, le véritable message spirituel ne devait être compris que par les seuls initiés. Par ailleurs, il faut remarquer que même si certaines compositions sont plus complètes et plus explicites que d'autres, c'est l'étude de l'ensemble des compositions qui permet réellement une interprétation cohérente. À l'époque des gravures, cette étude comparative ne devait pas être à la portée que d'un nombre très réduit de personnes. Les analogies relevées entre les concepts livrés par les compositions gravées et les idéologies védiques ou tantriques prouvent le lointain enracinement des pratiques permettant l'éveil spirituel. Elles prouvent également l'origine indo-européenne des motifs gravés au calcolithique et à l'âge du bronze ancien dans les Alpes de l'Italie du Nord et en Suisse.